une vie qui en même temps entre en résonance avec l'histoire, qui n'est pas seulement, ce roman-là ne raconte pas seulement la vie de Guillaume, de son enfance jusqu'à ce moment où il sort d'une grave maladie, où il sort de l'hôpital, raconte pas seulement ça, mais aussi d'une vie complètement prise dans l'histoire, complètement travaillée par l'histoire, jusqu'à cet enfant ou cette enfance qui a des souvenirs du Front populaire, voilà, qui se souvient encore des drapeaux rouges dans les rues, qui se souvient encore de certaines conversations avec le père, plutôt installé, plutôt petite bourgeoisie, plutôt du côté des tenants d'un petit pouvoir, et qui justement avait un peu peur de ce mouvement ouvrier, de ce que ça supposait. Voilà. Donc en même temps, cette vie que François Châtelet raconte de son personnage principal, Guillaume, qui, entre parenthèses, est l'antithèse de Wilhelm Meister de Goethe, qu'il a pensé comme une antithèse, cette vie, elle est tout sauf dans la continuité, elle est tout sauf dans le vécu pur, elle est dans un vécu avec l'histoire, elle est directement liée à l'histoire, son histoire propre. Ma propre histoire n'est pas détachable de ce qui se passe dans le monde, ou en tout cas, si on veut restreindre, dans une société donnée, à une époque donnée. Puisque ce roman-là, en gros, raconte la vie de Guillaume, qui est, on peut le dire peut-être, un double de François Châtelet, puisque François Châtelet s'est beaucoup servi de son expérience personnelle pour écrire cet ouvrage. C'est un petit peu un double de Châtelet. Et ce personnage-là de Guillaume, c'est quelqu'un qui finalement se démolit. Il est démoli par l'histoire et il se démolit à cause de l'histoire. Je crois que c'est un personnage qui montre comment une vie peut se détruire ou peut être amenée à être détruite par ce qu'elle voit de cette société dans laquelle elle est. Je disais tout à l'heure, c'est l'anti-Wilhelm Meister de Goethe, parce que c'est un personnage qui, justement, ne se construit pas, mais se déconstruit, ou se démolit. Il est démoli par cette société bourgeoise qu'il voit et toutes les ramifications de pouvoir de cette société bourgeoise qui rend proprement malade le personnage de Guillaume. Donc cette idée cette question de la vie chez François Châtelet, encore une fois, elle est bien présente dans ce roman-là. Je crois que de toute façon Deleuze en a parlé, c'est un petit peu ce que j'avais fait l'année dernière, de ce rapport entre le roman de François Châtelet et Fitzgerald, notamment dans son recueil de nouvelles de Crack Up, La Fêlure, où Deleuze, vous savez très bien que Deleuze reprend souvent cette phrase « Toute vie est bien entendu un processus de démolition », cette phrase même de Fitzgerald qui vient de Crack Up, de La Fêlure, et que Deleuze applique au roman de Châtelet. Encore une chose sur cette question de la vie, excusez-moi de m'étendre un petit peu avant, mais je ferai plus vite pour le... Mais j'y tiens parce que ça me permet de... C'est aussi pour ça qu'on fait des exposés chez René, enfin moi je le vois comme ça, c'est qu'on revient sur ce que l'on a fait et on essaie, puisque là c'est un lieu d'expérimentation de ce que nous sommes en train de faire, donc ça me permettra aussi de tisser des liens à partir du séminaire de René. Mais il y a aussi que François Châtelet, je veux dire... ce qu'il dit, ce qu'il montre, c'est que vie et philosophie ne sont pas séparées. Ce qui est passionnant chez François Châtelet, en tout cas quand on le lit, et c'est pour ça que j'aime profondément ce philosophe et son écriture, c'est que philosopher et vivre, c'est la même chose. Je veux dire, François Châtelet était un homme de passion, c'est quelqu'un qui adorait écouter la musique. Dans ces émissions que j'ai transcrites de l'INA, il y a des émissions qui s'appellent Le Concert égoïste sur France Musique. Il a participé aussi à une émission qui s'appelle sur Stravinsky. C'est quelqu'un qui adorait l'opéra, comme on le sait, Périclès et Verdi. Il aimait beaucoup Verdi. C'était un homme qui écoutait de la musique, un très bon cuisinier, un homme qui aimait les femmes, qui aimait évidemment charnellement. Je veux dire, tout est sujet à philosophie. En même temps, ce que je voudrais dire, c'est que cette vie
d'un philosophe rationaliste n'est pas à séparer d'une vie de passion, voilà, où il n'y a pas de séparation entre raison et passion. Voilà. C'est-à-dire tout, et c'est assez curieux d'ailleurs, parce que comme François Châtelet parle de la musique populaire française, il fait de la philosophie. Quand il parle de cuisine, il fait de la philosophie. Quand il parle du corps, des rapports au corps, de la puissance du corps, de l'amour charnel, il fait de la philosophie. Voilà, il n'y a pas de cloisonnement chez cet homme même et dans cette œuvre. Puisque là, si vous avez l'occasion d'aller écouter un petit peu ou de revoir les émissions de Châtelet, vous serez sidérés comme des sujets du quotidien. C'est un petit peu ça que je voulais dire. C'est que la philosophie chez François Châtelet ne se sépare pas d'activités quotidiennes. Voilà, il n'y a pas de cloisonnement. Comme m'avait dit un jour Olivier Revaud-Dallon à propos de François Châtelet, il disait faire de la philosophie de tout. Voilà, il y a de ça. Il y a le plaisir des idées, il y a le plaisir voilà, de travailler les idées. La notion de plaisir chez François Châtelet, peut-être davantage que celle de désir, du coup il serait un petit peu plus proche de Foucault de ce point de vue-là, que de Deleuze, puisqu'il a pu marquer un petit peu sa distance avec cette idée même de désir. Hein. Il reprend souvent plutôt l'idée d'un plaisir, plaisir des idées, plaisir de cuisiner, plaisir de lire, de rendre compte de ses lectures, plaisir de passer la philosophie à travers des ouvrages collectifs, plaisir de diffuser, de divulguer la philosophie, l'ensemble du philosophie populaire. Voilà, c'est un peu ça. Autrement dit, philosopher, bon, qui est un certain type d'activité singulière de François Châtelet, dont j'aurais peut-être à reparler. Philosopher, n'est pas séparable de son existence propre, hein, de la vie que l'on mène, de tout ce qui fait la vie et les plaisirs de la vie. Et puis une dernière chose sur cette idée de vie. Alors peut-être que le mot vie n'apparaît pas comme ça chez Châtelet, en tout cas il faudrait bien le travailler, mais en tout cas il y a quelque chose qui revient souvent quand on le lit ou quand on l'écoute. Il n'a pas cessé de parler et d'insister sur la philosophie vivante, la philosophie au présent. Ça, c'est vraiment une volonté de François Châtelet, et même d'ailleurs, plus qu'une volonté, ça part aussi d'un constat chez lui, puisque, comme vous le savez, ses amis étaient René Scherrer, étaient Deleuze, étaient Foucault, étaient Lyotard, pas seulement les gens du département de Paris 8, mais toutes ces personnes derrière aussi, enfin voilà. Mais disons que le noyau des amis proches, on les connaît, on y ajoute Revaud-Dallon, etc. Il avait une très grande acuité de cette philosophie se faisant. Et ça en dit long aussi sur sa propre définition qui va venir peut-être un petit peu plus tardivement. Peut-être qu'il y aurait plusieurs définitions de la philosophie de François Châtelet, mais en tout cas, cette définition de la philosophie plus tardive comme philosophie vivante, philosophie au présent, c'est aussi ce qu'il diagnostique chez des penseurs qui sont aussi ses amis, ceux qu'il diagnostique aussi chez eux. Alors, j'en viens à cet exposé. Cette question de la philosophie vivante et de la philosophie au présent, l'histoire de la philosophie, pour François Châtelet, entre complètement dans cette idée d'une philosophie vivante et d'une philosophie au présent. Voilà. Donc, je commence pour en finir avec cette introduction à laquelle je tiens. Bon. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible et la plus claire possible parce que vous n'avez pas le texte sous les yeux. Alors je dis tout de suite que je vais faire une lecture très, très simple et qu'après vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et vous faire des interventions. C'est juste pour passer ça. Alors, pour tout dire, ce texte-là, pour moi, il entre évidemment dans le cadre de ma thèse et il entre dans une partie de la thèse où je suis en train d'évoquer la question de l'enseignement. Et on verra que c'est assez lié dans la question de l'histoire de la philosophie. Je tiens à dire... Alors, cette question d'enseignement, bon, en fait, je vais m'en expliquer au cours de l'exposé, mais
la question de l'histoire de la philosophie, en fait, le fait que François Châtelet fasse de l'histoire de la philosophie une question entre, pour moi, mais avec l'accord de Châtelet dans le texte, dans ce qu'il a appelé lui-même une pratique de l'irrespect. Comme vous le savez, alors pour replacer un petit peu cet article date donc de 1976, on peut peut-être le placer entre deux grands ouvrages, peut-être trois. Le troisième, je n'aurai pas le temps d'en parler parce que premier ouvrage, on peut dire 1972-73, son histoire de la philosophie, que vous avez certainement eu l'occasion de feuilleter. Donc c'est un ouvrage collectif. Donc cet article prend place entre 1973, l'histoire de la philosophie, et on peut dire 1978, pour faire une grosse date, qui est l'histoire des idéologies, en 3 volumes. Alors l'histoire de la philosophie est en 8, et l'histoire des idéologies est en 3 volumes. Et puis on peut peut-être rajouter, c'est ce que j'ai fait dans cette partie de la thèse, mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de relire l'ouvrage et que, n'ayant pas une mémoire démentielle, je ne pourrais pas en parler dans le détail, mais je me suis aperçue que ça pouvait être lié avec un ouvrage qui, là, pour le retrouver, peut-être pas évident, qui s'appelle La Révolution sans modèle. Qui peut être lié, on peut lier tout ça. Aujourd'hui, la Révolution sans modèle, ou je ne sais pas si c'est modèle au pluriel. Vous vérifierez, j'en sais rien. Donc c'est un ouvrage dans lequel Châtelet, Olivier Revaud-Dallon, avec un T, pardon, Dallon, et puis Gilles Lapouge, ça date de 1974, et c'est un ouvrage qui traite évidemment de la question de la Révolution. On est tellement loin encore des effluves de mai 68, qui parle de la question de la Révolution, donc du rapport à l'histoire, donc de l'idée de transformation. C'est un ouvrage très très bien fait. Je crois que René Scherrer était plus ou moins dans les parages quand ça s'est fait, puisqu'il y a des petits chapitres sur Fourier. Voilà, si vous avez l'occasion de lire ça. Alors, la maison d'édition, c'est Mouton. C'est ça, maison suisse. Ouais, Mouton Paris-La Haye, la maison d'édition. Mouton Paris-La Haye. Voilà, on peut, si on veut un petit peu situer, en tout cas moi, j'ai vu que là, ça marchait bien. Et dans cet ouvrage, il revient voilà, sur des questions qui sont liées à cet article. Mouton Paris-La Haye. Paris-La Haye. Paris-La Haye. Et justement, oui, il parle de questions comme la philosophie de l'histoire. Donc, je dis tout de suite, et je fais vite, que la question de la philosophie de l'histoire, ça renvoie donc à plusieurs grandes thématiques de l'œuvre de Châtelet, pour ne pas dire autre chose. D'une part, son rapport à l'enseignement, d'autre part, son propre rapport à l'histoire. Je dirais que c'est un petit peu là-dedans que ça se joue. C'est ça que ces 3 ouvrages-là seraient pas mal. J'ai pris des ouvrages, mais il y a aussi d'autres articles qui seraient bons de lier, mais en tout cas, je ne m'attarde pas spécifiquement sur la dimension de l'histoire, qui est pour moi une dimension vraiment à part, que je ne vais pas écrire. Bon. Donc, comment est-ce que François Châtelet commence à poser la question? Alors, il fait donc de l'histoire de la philosophie une question, c'est-à-dire qu'il commence par là. Bon, comment est-ce qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est-à-dire en 1976, avec tout un contexte intellectuel, culturel, dont je vais redonner les brefs moments, mais il part, encore une fois, il part pas d'un constat, c'est pas, mais peut-être d'une forme de constat, c'est-à-dire, dans ces années de 1976, il est un petit peu de bon ton de placer le passé du côté du révolu, le passé philosophique du côté du révolu, c'est-à-dire de considérer un peu le passé comme un grand corps mort.
ou alors, s'il n'est pas un grand corps mort, c'est-à-dire s'il n'est pas de l'ordre justement du passéisme, de considérer les philosophes qui peuplent cette histoire de la philosophie comme des maîtres, hein, comme faisant partie d'un discours magistral, en gros, qui est le discours des tenants de pouvoirs en tout genre. Bon. Autrement dit, il y a une manière de condamner le passé que François Châtelet dit qu'il est condamné au nom de la modernité, et cette condamnation, il la met du côté d'une certaine classe intellectuelle. Donc là, on peut, dans ce texte-là, il est clair qu'il fait, enfin, il est clair. Il n'y a pas de référence explicite, mais en tout cas, on peut sentir, et grâce à René Scherrer que j'étais allée voir l'été dernier, on peut sentir effectivement qu'il fait référence à ces années de guerre froide, à ce partage idéologique qui a cours à ce moment-là, et qu'une femme, Janine Verdès-Leroux, dans un ouvrage qui s'appelle Au service du parti, a décrit comme la théorie des deux camps importée dans le domaine culturel. Je vais vous écrire cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je peux enlever ça? Ouais. En vite. Donc c'est au service du parti. C'était une thèse faite par Janine Verdès-Leroux. Et ça, c'est Fayard. Et je crois de mémoire que ça doit dater de 1978. Voilà, donc Janine Verdès-Leroux qui décrit un petit peu ce partage. Autrement dit, c'est ce partage idéologique entre voilà, les deux camps que sont le socialisme, le capitalisme, la Russie et les États-Unis. Et c'est ce moment-là où finalement le marxisme orthodoxe, je précise tout de suite, rejette comme inepte finalement tout ce qui vient avant Marx. Hein, c'est ce moment où Platon est traité de pédéraste idéaliste. C'est ce moment, là je cite Châtelet, c'était l'époque, dit-il, où les marxistes français avaient dans leur tête des définitions du dictionnaire soviétique de Rosenthal et Youdin, dans lequel il est dit « Platon, penseur réactionnaire, ennemi de la démocratie et de la science, point final. Aristote, penseur petit bourgeois, enfin donc des conneries monstrueuses. » C'est Châtelet qui parle. Où chaque auteur est automatiquement rattaché à une prétendue classe sociale existant à l'époque. Donc, voilà un petit peu comment François Châtelet pose les choses. Donc, il commence déjà un petit peu à s'attaquer à ce marxisme orthodoxe dont il va parler par la suite. Or, pour Châtelet, il y a une manière probablement intéressante, peut-être pas nouvelle, de reposer la question de l'histoire de la philosophie, mais en tout cas, pour lui poser la question de l'histoire de la philosophie, c'est éclairer le sens de notre rapport au passé. C'est-à-dire pour lui, pourquoi et comment, à notre époque, se référer aux auteurs du passé. Donc, à notre époque, c'est, dans cette époque de marxisme, encore très présent, voilà, qui a partagé un petit peu un avant et un après Marx, mais c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ce moment finalement assez large, où à partir du XIXe siècle, la philosophie est entrée au lycée, dans les universités, via Victor Cousin. J'écris Victor Cousin au tableau. Donc c'est à partir de ce XIXe siècle-là que la philosophie, et donc son histoire, est entrée dans l'enseignement, s'est institutionnalisée. Or, pour François Châtelet, voilà une autre manière qui finalement imprime sur l'histoire de la philosophie une espèce de passéisme, l'histoire de la philosophie, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, de ces deux points de vue, du marxisme et de la manière dont on fait l'histoire de la philosophie dans l'enseignement.
une vie qui en même temps entre en résonance avec l'histoire, qui n'est pas seulement, ce roman-là ne raconte pas seulement la vie de Guillaume, de son enfance jusqu'à ce moment où il sort d'une grave maladie, où il sort de l'hôpital, raconte pas seulement ça, mais aussi d'une vie complètement prise dans l'histoire, complètement travaillée par de ce mouvement ouvrier, de ce que ça supposait. Voilà. Donc en même temps, cette vie que François Châtelet raconte de son personnage principal, Guillaume, qui, entre parenthèses, est l'antithèse de Wilhelm Meister de Goethe, qu'il a pensé comme une antithèse, cette vie, elle est tout sauf par l'histoire. Jusqu'à cet enfant ou cette enfance qui a des souvenirs du Front populaire, voilà, qui se souvient encore des drapeaux rouges dans les rues, qui se souvient encore de certaines conversations avec le père, plutôt installé, plutôt petite bourgeoisie, plutôt du côté des tenants d'un petit pouvoir, et qui justement avait un peu d'intimité. Elle est tout sauf dans le vécu pur, elle est dans un vécu avec l'histoire, elle est directement liée à l'histoire, son histoire propre. Ma propre histoire n'est pas détachable de ce qui se passe dans le monde, ou en tout cas, si on veut restreindre, dans une société donnée, à une époque donnée. Puisque ce roman-là, en gros, raconte la vie de Guillaume, qui est, on peut le dire peut-être, un double de François Châtelet, puisque François Châtelet s'est beaucoup servi de son expérience personnelle pour écrire cet ouvrage. C'est un petit peu un double de Châtelet. Et ce personnage-là de Guillaume, c'est quelqu'un qui finalement se démolit. Il est démoli par l'histoire